Les sortilèges impardonnables. Mais pourquoi connaître 3 sortilèges interdits? Qui plus est, 3 sortilèges de magie noire, et 3 sortilèges qu'on ne doit jamais utiliser sur personne. En apprenant, ou en enseignant, ces choses taboues et interdites, ne prend-on pas le risque d'avoir en certaines circonstances l'envie de les utiliser? Par le caleçon de Merlin, eh bien cette fois encore, J.K. Rowling nous permet de mettre le doigt sur quelque chose de fondamental. Alors, découvrons cela ensemble. Impero, Andoloris, Avada Kedavra. Voici donc nos 3 sortilèges impardonnables. Avec la formule Impero, on peut mettre quelqu'un sous emprise et lui faire tout ce qu'on veut. Andoloris, on peut faire souffrir quelqu'un jusqu'à la folie. Avada Kedavra, on tue. Mais il faut être un monstre pour mettre volontairement quelqu'un sous emprise et s'en servir comme d'une marionnette. Il faut être un monstre pour torturer quelqu'un volontairement. Et il faut être un monstre et un assassin pour ôter la vie à quelqu'un. Il n'y a que les mange-morts pour utiliser ces 3 formules. Ah bon? Vous êtes sûr? Vous n'avez jamais manipulé personne pour parvenir à vos fins? Vous n'avez jamais fait de mal à personne? Vous n'avez jamais tué de votre vie? Pas la moindre petite araignée? Et de l'autre côté, n'avez-vous jamais entretenu vos propres souffrances? Ne vous êtes-vous jamais auto-persuadé de quelque chose pour justifier des comportements ou des croyances? N'avez-vous jamais pris des décisions qui pouvaient mettre votre vie en jeu? Eh bien, j'ai le regret de vous dire que nous savons tous utiliser ces 3 sortilèges, et nous les utilisons tous. Bon, bien sûr, à des degrés divers, et la plupart du temps, en toute inconscience. Et surtout sans que cela produise aucun plaisir, aucune satisfaction. Et heureusement, quelque part. Mais il est bien aussi de prendre conscience qu'avec de simples paroles, qui sont nourries d'une intention, bien nourries d'énergie et de force, ou entretenues par la répétition, la récurrence ou l'obsession, on peut produire les mêmes dégâts que si l'on passait aux actes. C'est juste le principe d'une formule magique. Bon, ça fait froid dans le dos un peu tout ça. Alors on va décortiquer un petit peu plus. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des plantes, ni des robots. Nous sommes des êtres humains. Peut-être sommes-nous de simples moldus, peut-être sommes-nous des sorciers, mais peu importe, nous sommes avant tout des humains. Et cela signifie que nous sommes arrivés sur Terre avec la connaissance, avec un libre arbitre, ainsi qu'un pouvoir créateur. Ce sont nos trésors, en même temps que nos outils pour faire notre expérience terrestre, notre expérience humaine. La connaissance, nous l'avons dès la naissance, par notre ADN, puis par nos conditionnements et nos apprentissages, et par la suite par nos expériences. La fameuse connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait du mal? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'amour ou de la peur? La connaissance est un pouvoir que nous pouvons utiliser pour évoluer ou pour dominer. C'est toujours le double sens, le pouvoir. C'est je peux et à la fois je domine. Donc en étant doté de connaissances et forcément d'une certaine forme d'intelligence, eh bien je peux choisir d'évoluer, c'est-à-dire de grandir en sagesse, ou de me servir de ce pouvoir pour dominer, c'est-à-dire exercer une emprise et manipuler. Et voilà l'origine de la formule magique Impero. Les plus grands manipulateurs sont des gens très intelligents, plus intelligents et souvent plus cultivés que la moyenne, mais ce sont aussi des personnes dépourvues de toute forme de sagesse. En d'autres mots, ce sont des immatures, des personnes à l'ego dysfonctionnel. Alors comme je le disais au départ, eh bien, nous le faisons tous à des degrés divers. Nous avons tous fait cette expérience de mettre sous emprise quelqu'un de moins intelligent que nous, quelqu'un ayant moins de connaissances que nous, quelqu'un de plus naïf, nos enfants par exemple. Et c'est aussi ce que nous faisons la plupart du temps avec nos animaux domestiques. Nous les conditionnons pour qu'ils nous obéissent. Ce n'est que de l'emprise et du contrôle. C'est donne-moi la papate et t'auras une friandise. Ne pose pas de questions et fais ce qu'on te demande. Accepte le fichage, sinon tu pourras plus voyager. Bref, ça commence toujours un petit peu de la même façon, les premiers degrés d'une mise sous emprise. Ce sont d'abord des gentillesses ou des séductions déguisées, des mensonges, des ruses, des chantages. Mais ça peut aller beaucoup plus loin.
L'objectif d'une mise sous emprise, c'est d'annihiler complètement le libre arbitre. Sous emprise totale, vous n'êtes plus décisionnaire de quoi que ce soit. Vous exécutez des ordres qui vous sont donnés, et lorsque l'emprise cesse, vous ne vous souvenez plus de rien. Alors ça peut vous rappeler les lendemains de cuite. La consommation d'alcool, de drogue, c'est la porte ouverte pour vous faire n'importe quoi. Bon, quand ça reste festif, c'est pas bien grave. Mais quand on sait que c'est utilisé par les armées, par les dealers, par certains pervers, ça n'a plus du tout le même goût. Et ça va encore beaucoup plus loin que ça. On sait par exemple qu'Hitler utilisait les images subliminales. Cette même technique des images subliminales que l'on a interdite dans les années 80 pour les spots publicitaires de grands groupes qui voulaient les utiliser. La science a évolué, les connaissances sur l'humain et les technologies également. Et on sait qu'il est très facile de court-circuiter notre conscient pour atteindre des parties de notre inconscient ou de notre subconscient et y introduire des programmes. Il existe une panoplie impressionnante d'outils pour ça. Et on peut faire référence notamment au programme américain MKUltra, qui a été rendu public. Pour comprendre que tout ça va encore beaucoup plus loin, il faut franchir la voie 9/3, c'est-à-dire passer dans le monde non visible. Et c'est ici que notre formule magique Impero prend sens dans son intégralité. Impero, c'est le dernier cran avant la possession, ou avant le ghosting, l'incorporation, comme on peut appeler ça aujourd'hui. Quelqu'un qui est sous Imperium, donc sous emprise magique, est une personne qui est dirigée à distance, mais par un acte magique, pas par une technologie. Ça existe vraiment en magie noire, et ça s'appelle un implant. Et c'est en général posé sur des points stratégiques du corps énergétique humain, et donc sur les chakras, avec toujours l'objectif de la mise sous emprise, qui est d'annihiler votre volonté, votre discernement, ainsi que vos capacités subtiles, vos capteurs énergétiques. Les mondes visibles et invisibles sont toujours en miroir. On a réussi à nous faire accepter le puçage électronique de nos animaux domestiques. Évidemment que cela a un côté pratique pour retrouver un animal perdu, pour retrouver le propriétaire. Mais c'est devenu aujourd'hui une obligation légale. Et il vous est absolument interdit aujourd'hui de franchir les frontières avec un animal domestique non pucé. C'est un moyen de contrôle, et un moyen de contrôle que certains cerveaux dérangés aimeraient beaucoup généraliser à la population entière. Ça commence par des papiers, des passes sanitaires, l'instauration de monnaie électronique, les fichages de reconnaissance faciale, tranquillement, étape par étape, pour en arriver à la puce électronique, à l'implant. L'implant contrôlé à distance. C'est de la vraie science-fiction, hein. Et pourtant il y a déjà des gens qui sont implantés. Encore et toujours cette maladie de la contrôlite aiguë, ce besoin primaire de dominer, d'asservir. Ça devient vraiment pénible au bout d'un moment. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors résister aux tentatives d'emprise, c'est pas facile. Se sortir d'une emprise, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Le mieux serait peut-être de prévenir les emprises, ou au moins de savoir les déjouer, avant d'en être la victime. Et bonne nouvelle, il ne peut pas y avoir d'emprise, dans le monde visible comme dans le monde invisible, s'il n'y a pas d'accroche possible. Et c'est là-dessus qu'on a le curseur. Encore et toujours, à la base, c'est une histoire d'énergie. Vous devenez intéressant à mettre sous emprise lorsque vous détenez une forme d'énergie dont d'autres manquent. Ou bien alors, lorsqu'il vous est facile de générer cette forme d'énergie dont d'autres manquent. Aussi, la facilité, c'est de se servir de vous comme d'un réservoir énergétique. Nous le savons très bien aujourd'hui, l'énergie source se décline dans notre monde sous une multitude de formes. Vous avez par exemple l'énergie de la joie, l'énergie vitale, l'information, qui peut inclure les mémoires, les connaissances, mais vous avez aussi les énergies de guérison, l'énergie argent, l'énergie de la jeunesse, l'énergie de la chance, l'énergie de la créativité, mais aussi l'énergie de la colère, l'énergie de la destruction, l'énergie de la tristesse. Les formes énergétiques sont infinies. Et n'oublions pas, nous sommes des créateurs et des générateurs d'énergie. Et avant tout, des transmutateurs. Nous pouvons capter une énergie et modeler sa forme, comme nous pouvons capter une information et l'interpréter à notre façon. Sauf que, au fil du temps, on a un peu perdu le mode d'emploi. Alors du coup, au lieu de produire nous-mêmes ou de canaliser la forme énergétique dont nous avons besoin pour vivre, pour nous nourrir, pour nous soigner, pour faire nos expériences, on va la piquer à côté. Et de préférence là où elle est facile à prendre, et là où elle est toujours abondante, là où on est sûr de ne jamais en manquer. Et c'est là que commence l'emprise. On fait fi du libre arbitre et de l'intégrité de l'autre, et on se sert. Et comme nous sommes tous plus ou moins de gros flemmards quand il s'agit de faire des efforts d'apprentissage, des efforts de changement, des efforts de curiosité, on va s'arranger pour garder sous le coude, et donc sous contrôle, nos garde-manger énergétiques les plus productifs, et donc maintenir notre emprise. Je peux vous donner des exemples très concrets et observables au quotidien.
Admettons que vous rentriez le soir du travail en ayant passé une journée plutôt éprouvante. Donc d'emblée, vous allez rentrer fatigué, épuisé, énervé, à fleur de peau. Ce sont des signes émotionnels qui ne trompent pas et qui vous indiquent que vous êtes en perte d'énergie, en déficit d'énergie. Et vous passez donc en mode survie. Et avez donc besoin, tout simplement, de recharger vos batteries. Lorsque l'on vit des situations, des moments que l'on perçoit comme négatifs ou éprouvants, eh bien on perd de l'énergie. C'est évident. Et à contrario, lorsque l'on vit les choses avec une perception positive, humoristique, légère, eh bien on augmente notre capital énergétique. Et cette fois-ci, on n'est pas déficitaire, mais excédentaire. Donc bref, vous rentrez de votre sale journée et vous avez besoin de vous recharger. Et que trouvez-vous à votre disposition immédiate ? Eh bien peut-être les enfants, le conjoint ou la conjointe, Max le chien qui vous attend avec impatience pour aller faire sa balade, ou peut-être juste votre téléphone avec les contacts des bons copains. Et là, c'est parti pour votre recharge énergétique. Vous allez vider votre trop-plein de négativité sur tous ceux qui savent faire éponge autour de vous. Ça va faire vase communicant. Et en échange, vous allez leur siphonner toute l'énergie vitale dont vous manquez. Et voilà. Vous allez aller beaucoup mieux. Donc forcément, vous recommencerez le lendemain, le surlendemain et les jours suivants. Puisque de toute évidence, vous avez une emprise sur tous ceux qui dépendent de vous. Animaux, enfants, amis, etc. Et vous aurez déclenché le cycle infernal. En créant au sein de votre foyer une ambiance électrique ou une ambiance de déprime, de morosité. Et c'est aussi à ce schéma comportemental que vous allez conditionner vos enfants. Et puis bizarrement, lorsque vos enfants seront partis, peut-être aussi lorsque vous allez divorcer, perdre votre animal de compagnie, que vos amis ne voudront plus vous répondre au téléphone, eh bien vous allez ressentir un vide énergétique complet. En réalité, vous aurez perdu vos garde-manger énergétiques. Et comme vous n'aurez jamais fait l'effort de remettre en question votre fonctionnement, d'apprendre à vous recharger par vous-même, à ne pas vous décharger, à mieux gérer vos énergies, eh bien c'est vous qui allez faire une déprime. Vous allez connaître le manque et ses effets. C'est un peu idiot, n'est-ce pas ? Mais bon, parfois on a besoin de se retrouver le bec dans l'eau pour comprendre, et pour avoir envie de changer. Et voilà, quand on est une éponge, on a besoin d'apprendre à poser ses limites. Parce qu'en miroir, on va toujours attirer des vampires énergétiques. Et quand on est un vampire énergétique, eh bien on a besoin d'apprendre à se régénérer par soi-même. Parce qu'en réalité, le plus dépendant des deux, ce n'est pas l'éponge, c'est le vampire énergétique. Voilà, ça c'était un exemple d'emprise, de mise sous emprise. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple pour imager ce qu'est le maintien sous emprise. Voilà, un vampire énergétique est donc un grand dépendant. Il dépend de l'énergie des autres pour survivre. Parce qu'il ne sait pas produire, il ne sait pas capter l'énergie source, ou tout simplement qu'il est un grand feignant, parce qu'il ne sait pas ni donner ni partager, et donc ne reçoit rien sans utiliser la ruse. Donc pour survivre, et même pour vivre très très à l'aise, aux dépens des énergies des autres, notre vampire énergétique va mettre en place des stratagèmes, des trucs et astuces qui lui permettront de ne plus se fatiguer du tout et d'avoir tout en surabondance qui lui tombe dans le bec. Il va utiliser un système de mise en esclavage de ses réservoirs énergétiques. Et ça s'appelle quelque part l'élevage en batterie. Donc voilà, première étape pour lui, la mise sous emprise. La bonne vieille recette. Un petit peu de séduction, un petit peu d'esbrouf, une bonne dose de mensonge, une bonne dose de pression. L'affaire est faite. Il va pouvoir siphonner ses victimes jusqu'à la limite. Et puis il va garder une petite réserve de son butin, qu'il va redistribuer par petites pincées, très généreusement, à ses victimes affamées. En attendant bien sûr le grand merci, merci, vous êtes un grand seigneur. Oui, tu parles. C'est encore des choses qui fonctionnent. Je te prélève à la source 99% des richesses que tu as produites, ou de ton énergie. Je t'en redistribue 0,1%, juste de quoi entretenir ta survie. Je te laisse le temps de reconstituer tes réserves, et je recommence. Et voilà, le maintien sous emprise est fait. Et c'est ainsi que fonctionne tout notre système économique. Parce que les vampires énergétiques savent s'organiser. Ils se débrouillent pour s'approprier tout ce qui ne leur appartient pas. Quand ça commence à chauffer pour eux, ils relâchent quelques miettes, refont un coup d'esbrouf ou de chantage, et puis en avant Guingamp, c'est reparti. Et les accroches, vous l'aurez compris, c'est l'accueil et l'acceptation de la poignée de miettes, c'est de céder à l'hypnose de la séduction, de céder à la pression, de céder au chantage, de croire en mensonge. C'est exactement comme ça qu'on met le doigt dans l'engrenage de l'emprise. Et puis une fois que vous êtes dedans, c'est très difficile d'en sortir. Et oui, là il faut réussir à inverser complètement la vapeur. C'est-à-dire reconstituer votre abondance, couper les robinets pour ne plus la laisser fuiter, éventuellement lâcher quelques miettes pour avoir la paix. Si vous êtes magnanime, c'est à vous de voir. Et puis recréer votre propre système d'échange, d'abondance à abondance. Et puis surtout apprendre à ne plus jamais vous faire avoir. Et quelque part, se faire avoir,
c'est un mal pour un bien, parce que ça vous montre aussi là où vous êtes faillible. Et ce sont sur ces points-là que vous avez besoin de travailler. Votre siphonneur énergétique, au moins, vous les aura montrés, et vous pouvez l'en remercier. Pour ne plus avoir à faire l'expérience de l'emprise ou de la dépendance, la chose la plus importante à faire, c'est d'apprendre à se connaître. Savoir quels sont vos points de force, sur quelle forme d'énergie il vous est le plus facile de vous brancher, de créer de l'abondance, et à contrario, quelles sont vos failles. Quelles sont les formes d'énergie que vous ne maîtrisez pas? Quelles sont les formes d'énergie dont vous manquez? Et quels sont les points d'accroche sur lesquels un parasite ou un profiteur peut s'accrocher? Tiens, prenons l'exemple de Neville Londubat. Neville, c'est un garçon timide, gauche, maladroit, un garçon qui manque cruellement de confiance en lui, d'affirmation, de talent, sauf un. Son point fort, c'est la botanique. Et donc tout au long de la saga, bien Neville Londubat va continuer à travailler ses capacités et ses talents en botanique, c'est son point fort, qui sera d'ailleurs très utile. Et puis parallèlement, il va travailler sur ses points faibles, jusqu'à défier Voldemort droit dans les yeux et zigouiller son immonde Nagini. Alors pour vous, qui n'êtes pas Neville Londubat, que se passe-t-il? Est-ce que vous manquez d'affirmation? Ou au contraire, est-ce que vous êtes un peu trop sûr de vous? Est-ce que vous avez vraiment entamé un travail sur l'ego? Est-ce que ce travail est suffisant pour vous permettre de maintenir des relations sociales harmonieuses et équilibrées? Quels sont les domaines de votre vie qui sont particulièrement abondants et les autres qui sont en berne ou en pénurie? Je ne sais pas, peut-être que vous êtes débordant de créativité et en déficit chronique de relations amicales, par exemple. En fait, c'est à chacun de faire son bilan. Ce dont on manque, on le travaille pour retrouver l'abondance dans ce domaine, et ce dont on est en surabondance, en excédent, eh bien c'est quelque part votre trésor de guerre, votre monnaie d'échange, et donc ce que vous allez pouvoir offrir au monde, partager ou le proposer en échange d'une énergie qui vous fait défaut. Au moins le temps d'apprendre à la maîtriser. Si par exemple vous maîtrisez particulièrement bien une certaine forme d'énergie, et que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous savez toujours la recréer en abondance, bien n'ayez pas peur de la donner. Au contraire, si vous le faites juste de bon cœur, donc sans rien en attendre, eh bien par un effet de vase communicant naturel, vous recevrez en échange ce dont il vous manque, à la condition tout de même de ne pas laisser un vampire énergétique s'en emparer. Et c'est là où il faut savoir poser ses limites. J'ai envie d'en revenir à la saga Harry Potter. Dumbledore connaît ses faiblesses. Il en a fait dans sa jeunesse l'amère expérience, la douloureuse expérience, et s'était donc posé des limites à lui-même en se maintenant à distance de ses failles. Il était pétri d'ambition, extrêmement intelligent et doté de capacités hors normes. Il était très tenté par le pouvoir, mais a toujours refusé d'intégrer le ministère de la magie, préférant se maintenir à des fonctions plus humbles, plus sages. D'enseignant d'abord, puis de directeur d'école. Lorsque l'on est très doué, que l'on a énormément de connaissances, de capacités, de facilités, on est toujours plus ou moins tenté par le pouvoir, et toujours plus ou moins approché et séduit par des gens de pouvoir. Des personnalités puissantes dans le domaine dans lequel vous excellez. Des personnalités envieuses, jalouses, avides de vos talents. Des personnes qui vont tout faire pour vous avoir dans leur giron personnel, et vous y garder sous emprise le plus longtemps possible. Et cela constitue une accroche. Pas vos capacités, mais votre tentation pour le pouvoir. Voldemort, lui, il a tout fait à l'inverse. Les deux sorciers étaient d'égale puissance et dotés de capacités magiques équivalentes. Tandis que l'un a choisi la sagesse, l'autre a choisi le pouvoir. L'un aura vécu en se tenant à distance de ses propres failles, disons de ses petits problèmes d'ego, tandis que l'autre a mis toutes ses capacités et ses connaissances au service de son ego. Un ego qui avait une seule peur, celle de la mort. Dumbledore n'avait pas peur de la mort, et quelque part il l'avait vaincue, en la mettant en scène et en la programmant de telle manière à assurer la victoire contre Voldemort. Alors quelque part, qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Quel est le choix le plus judicieux à faire? Bien vous connaître et travailler sur vos failles d'ego en même temps que sur vos capacités? Et donc prendre la voie de la sagesse? Ou choisir la voie du pouvoir et mettre toutes vos capacités, vos connaissances et vos talents au service de vos peurs, de vos ambitions, de votre ego? C'est à vous de faire ce choix. Alors maintenant que nous avons longuement vu le côté impéro dans son aspect négatif, on pourrait peut-être aussi voir le côté impéro dans son aspect positif. Parce qu'après tout, Harry Potter l'utilise, ce sortilège, et il n'a rien d'un mage noir. Il n'a envie de nuire à personne, pas même à ses ennemis. Lorsqu'on utilise des techniques de magie noire, on le fait quand on peut pas faire autrement. On le fait pour la bonne cause, et jamais pour son profit personnel. Hermione aussi a utilisé une technique de magie noire, avec le retourneur de temps. Elle a modifié le passé pour changer l'avenir. Et ça s'appelle de la haute magie, et pas de la magie blanche.
Donc Impero dans son aspect positif, qu'est-ce que ça pourrait donner? L'emprise est quelque chose de négatif parce que c'est fait à l'insu de la personne. C'est fait de façon lâche, en profitant de ses faiblesses, en forçant son acceptation. Et c'est fait pour utiliser de l'énergie ou pour en voler à sa victime. Mais quand la mise sous emprise est acceptée et volontaire, qu'elle a l'objectif d'aider à guérir un traumatisme, de déprogrammer une mémoire négative pour la reprogrammer en mémoire positive, de guider un voyage chamanique ou d'accompagner une initiation spirituelle, de prêter son corps pour une canalisation, une transmission d'énergie de guérison. Alors dans tous ces cas de figure-là, même si une personne est mise sous emprise, est-ce vraiment encore de l'emprise? Ne pourrait-on pas lui donner d'autres mots? Évidemment, c'est ce qu'on a fait. On a découvert l'hypnose, la médiumnité spirit, la transe chamanique, et puis d'autres techniques, comme l'EFT. En fait, tout ce qui existe en magie noire existe déjà en magie blanche, ou en haute magie. Les techniques de base sont les mêmes, mais l'intention et les objectifs sont complètement différents. Et donc les résultats également. La magie noire ne fait qu'utiliser les connaissances en les détournant et les inversant pour obtenir l'effet contraire de l'acte magique premier. Je ne dirais pas qu'il y a de la magie blanche et de la magie noire. Pour moi, il y a de la magie d'ego et de la magie tout court. Il existe une magie pour aider à trouver des solutions, pour créer, pour embellir, pour soigner, pour guérir, pour libérer des énergies, ou au contraire pour les apaiser, pour les réharmoniser. Et puis il y a les petits malins qui s'emparent de cette connaissance, qui la détournent, qui l'inversent et qui s'en servent pour leur profit personnel. Donc c'est pour ça que je voulais aller faire un tour du côté des formules tabous, des sortilèges impardonnables. Parce qu'en fait, il est nécessaire de se réapproprier ces techniques, de réapprendre à s'en servir pour ce qu'elles étaient faites à l'origine. Accompagner l'évolution humaine. Bien. Alors pour cette première partie, nous avons vu que le sortilège Impero pouvait être un sortilège détourné, mais aussi utilisable de façon exceptionnelle et très encadrée pour un objectif positif et évolutif, et qu'il était lié à la connaissance. Alors, Impero ou Impero? La seconde partie abordera la formule Andoloris et la troisième et dernière partie, la formule Avada Kedavra. À suivre pour ceux qui le veulent.